La matinée débute comme d'habitude dans la prison la plus sécurisée de France, bien que l'atmosphère paraisse déjà étrange. Trop calme, trop pesante. Le soleil est bas au-dessus du béton gris, baignant tout d'une lumière pâle et épuisée. À l'intérieur, les néons bourdonnent sans rythme, et chaque claquement de grille semble résonner plus longtemps qu'il ne le devrait. Redouin Fayed est assis sur sa couchette, coudes sur les genoux, tête baissée comme en prière. Il est ici depuis assez longtemps pour connaître le langage du bâtiment, les pas lointains, le bourdonnement électrique, les souffles creux des hommes qui ont perdu patience. Sa propre respiration s'est adaptée, lente et délibérée. Chaque inspiration laisse une nouvelle marque sur son calendrier mental. 2 gardes apparaissent à sa porte. Ils ne disent rien. Ils ne le font jamais. Les verrous glissent en arrière, et l'air du couloir sent légèrement le désinfectant et le métal. Un des gardes lui fait signe de se lever. Leurs mains bougent rapidement. Habitué, Pat. Fouille, les poches, les poignets, toujours la même chose chaque matin. Il ne trouve rien d'autre qu'un petit paquet de chewing-gum. Le jeune garde esquisse presque un sourire. Tout le monde finit par le faire. Redouin Fayed a l'air inoffensif quand il le veut. Il raconte des blagues, demande des nouvelles de leur famille. Il écoute. Il donne aux gens l'impression qu'ils se sont trompés sur lui, que la légende a peut-être été exagérée. Ils oublient qu'il est déjà sorti d'une autre prison de haute sécurité par un trou creusé dans une porte en acier à l'explosif. Ils oublient que 30 braquages armés et la mort d'un policier pèsent sur son nom comme des médailles sur un soldat. Les gardiens s'éloignent, la porte se referme, le silence revient encore plus lourd. Redouin Fayed s'appuie en arrière, laissant le silence s'installer. Sa visite est prévue bientôt. Son frère, le seul qui croit encore qu'il existe une version de lui qui mérite d'être sauvée. Il se demande ce que l'homme dira cette fois. Il connaît déjà la réponse. Reste calme, garde la foi, le changement est possible. Des mots pour une vie achevée depuis longtemps. Dehors, au-delà du béton, la journée se déroule avec la même indifférence. À 20 kilomètres de là, sur un petit aérodrome, un pilote de 65 ans, nommé Stéphane, vérifie l'huile d'un hélicoptère ancien, une Alouette 2. La machine est plus vieille que la plupart de ses élèves, une belle chose fragile qui sent le kérosène et les souvenirs. 2 hommes attendent près du hangar, un père et un fils, ou du moins c'est ce qu'ils prétendent. Ils paient en liquide, 5 billets de 100 tout neufs, pour un court vol. Stéphane hésite, scrutant leur visage, leurs sourires sont forcés. Le plus jeune évite son regard. Ils portent des casquettes enfoncées, leurs cheveux sont trop foncés, trop parfaits, presque plastiques. Il ressent un léger soupçon de méfiance, ce vieil instinct qui l'a maintenu en vie dans les airs pendant 40 ans, mais il le fait taire. L'argent, c'est l'argent. Il grimpe dans le cockpit, tourne la clé et la turbine s'éveille. Les pales commencent à tourner, d'abord lentement, puis de plus en plus vite jusqu'à ce que le vent arrache l'herbe. L'homme âgé se penche en avant, criant par-dessus le bruit qu'ils veulent simplement profiter de la vue, pas de leçon aujourd'hui. Stéphane hoche la tête. L'hélicoptère s'élève, montant dans le ciel clair du matin. De retour dans la prison, la même lumière du matin se répand sur La cour. Les gardiens? Change de poste. Les grilles se déverrouillent. Les portes claquent. Tout cela est parfaitement ordinaire. Pourtant, la directrice est inquiète depuis plusieurs jours. Un drone a été aperçu au-dessus de l'établissement récemment. Petit, commercial, rien de spécial, mais tout de même. Ils ont consigné l'incident, renforcé les protocoles, puis sont passés à autre chose. Ils tournent toujours la page. Redouin Fayed, lui, non. Il a mémorisé le schéma de leur déplacement, le timing de leur routine, la façon dont les lumières du bloc des visites vacillent juste avant 21h30. Il est maintenant assis, le dos contre le mur, fixant la petite fenêtre grillagée bien au-dessus de sa tête. Au-delà, il imagine le bruit qui l'attendait. Le bruit sourd des pales du rotor quelque part au loin, le goût du carburant dans l'air. Il ferme les yeux. Le bruit de la prison disparaît, ne laissant que les battements de son cœur. Dans son esprit, chaque porte entre lui et le ciel est déjà ouverte. La prison commence à s'agiter. Les portes claquent, les radios grésillent. Le premier changement d'équipe se propage dans les couloirs comme une vague de clés et de pas. Dans l'aile des visites, le gardien de service s'essuie les yeux pour chasser le sommeil et signe un autre registre.
Aucun d'eux ne sait que, quelque part au-dessus, un homme est déjà dans les airs, volant vers eux. Redouin Fayed est assis seul. Il compte maintenant dans sa tête, pas les secondes, mais les battements de son cœur. De la même façon qu'il comptait avant de commencer un coup, il y a toujours ce moment de silence avant la tempête. La pause où le temps s'étire et où chaque son devient plus net. Il le ressent maintenant, le rythme de l'inévitable. Il se dit de ne pas sourire. Même son reflet dans le miroir en acier inoxydable semble savoir ce qui va arriver. Dehors, derrière les murs, l'alouette 2 bourdonne au-dessus des champs. La prise de Stéphane se resserre autour des commandes. Ses passagers ont à peine parlé depuis le décollage. Ils regardent par la fenêtre, mais pas comme des touristes. Leurs yeux bougent avec intention, scrutant l'horizon comme s'ils vérifiaient des repères que seuls eux peuvent voir. Toutes les quelques minutes, l'aîné se penche vers la plus jeune et murmure quelque chose sous le bruit du moteur. Le pilote veut demander où elles vont, mais la réponse est évidente. Il n'a plus le contrôle maintenant. Il suit leurs instructions. Un cap, une altitude, une direction. Elles lui disent quand descendre. Elles lui disent quand maintenir le cap. Et quelque part entre ces ordres, la vérité s'impose. Ce vol n'est pas une leçon, c'est une arme. Elles atterrissent une fois dans un champ ouvert. Les hommes descendent. « Juste une minute, » dit l'un. « Nous serons rapides. » Stéphane les regarde disparaître derrière les arbres. Il vérifie les jauges, tapote le compteur de carburant, tout pour occuper ses mains. Sa chemise est mouillée de sueur. Le vent s'engouffre dans les pales, faisant trembler l'appareil comme s'il aussi était nerveux. Quand les 2 personnes reviennent, l'atmosphère autour d'elles a changé. Elles marchent différemment, plus lourdement, de façon délibérée. L'une d'elles porte un sac de sport noir. L'autre dégaine un pistolet avant d'atteindre la porte. Le vieil homme n'a pas besoin qu'on lui explique ce qui se passe. Elles lui disent de rester calme, d'écouter attentivement. Elles lui disent qu'elle l'observe depuis des mois. Elle mentionne le nom de sa femme, son adresse, la couleur de sa voiture. Elles lui disent ce qui arrivera à sa famille s'il ne coopère pas. Sa gorge se serre. Son cœur bat si fort qu'il l'entend dans ses oreilles. Il essaie de raisonner avec elle, mais le canon du pistolet appuie contre sa tempe et les mots meurent dans sa bouche. Il acquiesce. C'est tout ce qu'elles attendent. Quand il tourne la clé, le moteur ne démarre pas. Le plus jeune panique, pousse l'arme plus près et crie des menaces entre ses dents serrées. La voix de Stéphane tremble. C'est une vieille machine, elle a besoin d'air. Il sort sous leur surveillance, s'accroupit près du fuselage, rebranche un câble débranché et s'essuie les mains sur son pantalon. Un instant, il se demande s'il peut s'enfuir et atteindre la lisière des arbres avant qu'il ne tire. Mais le visage de sa femme efface cette pensée. Il remonte à bord, tourne de nouveau la clé et cette fois la turbine rugit, prenant vie. Les hommes se font un signe de tête. Maintenant, dit l'un d'eux, nous volons. Il fait remonter l'hélicoptère dans les airs, plus haut cette fois. Le monde en dessous devient flou. L'arme reste pointée sur le côté de sa tête. Il fixe devant lui, respirant entre ses dents, comme un homme face à une douleur inévitable. De retour à la prison, les gardiens escortent Redouane dans le couloir vers le parloir. Il marche avec son calme habituel, les épaules détendues, les mains menottées devant lui. Le jeune gardien, celui qui l'a fouillé plus tôt, plaisante à propos de la chaleur. Redouane Fayed rit doucement, juste assez pour paraître humain. Il n'a jamais su attendre, mais aujourd'hui il est professionnel. La patience a toujours fait partie du métier. Il entre dans la salle des visites, un espace étroit aux murs gris et à l'odeur de produits de nettoyage. Son frère est déjà là, assis derrière la cloison. Pendant un instant, le masque tombe. L'homme en face de lui n'est pas un partenaire, ni un complice, ni un rival. C'est la famille. La seule à encore l'appeler par son surnom d'enfance. La seule à parler de lui au passé, comme si la rédemption était possible. « Tu as mangé ?» Son frère demande. Redouin Fayed sourit. « Je mange mieux que la plupart des gens dehors. » Il parle de petites choses. La nourriture, la famille, la météo. Tout cela n'a pas d'importance, mais il écoute quand même. Il considère chaque mot comme une monnaie d'échange et utilise chaque seconde de cette visite comme couverture. Les gardiens dans la salle de contrôle jettent un coup d'œil au moniteur. Rien d'inhabituel, juste un autre détenu qui rencontre un membre de sa famille. On leur a dit de le surveiller de plus près ces derniers temps.
Plus d'appels, plus de visiteurs, des habitudes étranges dans sa routine. Mais il a été obéissant, respectueux. Il joue parfaitement son rôle. En dehors des murs, personne ne l'a encore vu. Ni les sentinelles de la tour, ni les patrouilles près des portes. Un hélicoptère avance au loin, petit et régulier, se fondant dans le bruit de la ville. Personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Personne n'imagine que dans quelques minutes, tout ce qu'il croit ne savoir sur le contrôle va s'effondrer. Redouane reste immobile, sa respiration est maintenant superficielle. Son cœur ne s'accélère pas, il ralentit. Chaque nerf est en attente. Le monde s'est rétréci en un seul point parfait de silence. Il regarde son frère, calme, inconscient, gentil, et il sait qu'il se souviendra de ce visage pendant longtemps. Puis, quelque part au-delà de ces murs gris, la première pulsation lointaine des pales du rotor commence à s'élever dans l'air. Le son dans l'hélicoptère change dès que la peur entre dans le cockpit. Ce n'est pas vraiment plus fort, juste plus lourd. Les pales battent toujours l'air avec un rythme régulier, mais l'espace entre chaque pulsation semble plus long, étiré par la tension. Stéphane garde les yeux fixés sur l'horizon. Chaque muscle de ses mains lui fait mal à force de serrer le cyclique trop fort. L'homme derrière lui, celui qui a parlé en premier, a cessé de faire semblant d'être poli. Son ton est sec, militaire. Il donne les caps par courtes rafales. 215 altitude 500. Gardez le cap. Stéphane hoche la tête, sans tourner la tête. Sa gorge est trop sèche pour parler. Le canon du pistolet repose contre le dossier de son siège. Il sent l'huile sur le métal quand la vibration des rotors rapproche le canon de son cou. Il tente de respirer calmement. Elle se rappelle qu'elle doit réfléchir en pilote, non en victime. Pression de l'air, dérive du vent, consommation de carburant, ce sont des choses qu'elle peut encore contrôler. Pas l'arme, pas les hommes, pas ce qui l'attend à la fin de ce vol. Sous elle, la terre défile, champs plats, groupe de maisons au toit rouge, le mince fil argenté d'une autoroute. Elle a fait ce trajet des centaines de fois, souvent avec des touristes qui désignent la campagne comme une œuvre d'art. Aujourd'hui, elle l'observe passer comme une mourante. La plus jeune pirate de l'air se penche en avant. Sa voix est étouffée par le casque. 5 minutes. Tu le verras bientôt. Il ne dit pas ce que c'est, mais Stéphane le sait déjà. Il a entendu des rumeurs sur un criminel cherchant à s'évader et sur l'utilisation d'un drone pour cartographier le périmètre d'une prison au sud de Paris. Il avait ri la première fois qu'il l'avait entendu dans un café il y a des semaines. Maintenant, ce rire a un goût de cendre. Il risque un coup d'œil sur sa gauche. Le sac de sport est ouvert sur le sol. Grenade fumigène, chargeur de rechange, masque, gilet noir. Il comprend pourquoi ils l'ont choisi. L'hélicoptère vintage, l'aérodrome silencieux, un vieil homme qui croit encore à la courtoisie. Il se demande si la police le traitera de complice à la fin et s'il vivra assez pour le nier. Le pirate de l'air le plus âgé lui touche l'épaule. Descente dans 3 minutes, ne lutte pas contre le vent, garde son nez à l'horizontale. Stéphane a presque un rire, comme si je me battais contre quoi que ce soit maintenant. Il sent la sueur s'accumuler sous son casque, glisser le long de son cou. Il se concentre sur les jauges. L'altitude baisse, le couple est stable, il reste encore assez de carburant pour 20 minutes, les chiffres sont sûrs. Les chiffres ne menacent pas les familles. À travers le pare-brise, la campagne change. Le vert cède la place au gris. Usines, entrepôts. Puis, au loin, la silhouette du complexe. Des murs massifs dressés contre la terre, comme taillés dans un seul bloc de pierre. La prison de Milon. L'endroit que chaque pilote de la région est prié d'éviter. Espace aérien restreint. Alertes automatiques. Défense anti-aérienne. Il se demande comment ces hommes comptent atterrir là-bas, sans être criblés de balles. Le pirate de l'air le plus âgé semble lire dans ses pensées. Restez baissés jusqu'à mon signal. Il y a un angle mort. Ils ne peuvent pas tirer sur ce qu'ils ne voient pas. Il le dit si sûr de lui que, l'espace d'un instant, Stéphane le croit. Dans ces murs, Redouane Fayed fait face à son frère, les poignets enchaînés mais assez libres pour bouger les mains. La salle des visites bourdonne de conversations discrètes aux autres tables. Chaises en plastique, murs délavés, légère odeur piquante de désinfectant. Rien de remarquable, pourtant tout en lui semble électrisé. Il écoute son frère parler de la famille, de la santé de leur père, du vieux quartier.
Il hoche la tête, sourit quand il le faut, mais ses pensées sont ailleurs, en train de compter, de calibrer. Il connaît l'emploi du temps mieux que tout gardien. Quelles portes sont verrouillées, à quel moment? Temps pour traverser chaque couloir, vitesse de réaction des alarmes. Son frère se penche plus près. Tu es silencieuse aujourd'hui. Le sourire de Redouin Fayed s'élargit, simplement fatigué. Il sent une secousse sous ses pieds, à peine perceptible, comme un camion lointain qui passe en grondant. Son pouls ralentit, il n'accélère pas. C'est la façon étrange qu'a le corps de se préparer au chaos. Il pense à la dernière fois qu'il a vu le ciel sans barreaux, il y a 5 ans, de la fumée et des flammes. L'onde de choc des explosifs secouant ses os. Il se souvient du son de la liberté. Des cris, des coups de feu, des sirènes qui s'éloignent derrière lui. Ce souvenir ne l'a jamais quitté. Il attend juste un rappel et regarde son frère. « Tu devrais partir bientôt, » dit-elle doucement. Ça va devenir bruyant. Son frère fronce les sourcils, confus. Mais avant qu'il puisse répondre, la secousse revient, plus forte cette fois. Au-dessus de la prison, le bourdonnement devient un rugissement. Stéphane serre les commandes alors que l'hélicoptère traverse les turbulences. Les hommes derrière lui crient maintenant, leur voix perçante couvrant le bruit du moteur. Il voit les tours, les filets tendus au-dessus des cours, l'éclat des fusils. « En bas, ordonne l'un d'eux. Il obéit, descendant à une altitude dangereuse. Les murs gris de la prison se précipitent vers eux. Il ne comprend pas comment ils sont encore en vie. Il ne comprend pas pourquoi personne ne tire. Puis il se souvient des règles, des règlements. Les gardiens ne peuvent tirer sur les avions que s'ils sont menacés. Il comprend le génie de cette idée. L'évasion ne se fait pas par la force brute, mais par la bureaucratie. Il survole le mur extérieur. La fumée des grenades envahit la cabine, âcre et étouffante. Quelqu'un tousse derrière lui. « Du calme !» crie le pirate de l'air plus âgé. « Juste là. » Tiens bon, l'hélicoptère plane, tremblant sous sa propre puissance. Le monde en bas explose en mouvement, les gardes pointent du doigt, les alarmes hurlent, les prisonniers se précipitent aux fenêtres. Stéphane sent ses mains trembler sur les commandes. Le pistolet revient contre le côté de son cou. « Ne bouge pas », répète la voix. Immobile, à travers la brume et la panique, il distingue une silhouette dans la cour, petite et calme, au milieu du chaos, levant les yeux comme si elle attendait ce bruit. La première alarme commence par un tintement lointain, puis se transforme en une tempête métallique. Dans Mélane, l'ordre se désintègre en secondes. Les gardiens hurlent des ordres noyés par les sirènes. Quelque part, une radio grésille un seul mot, hélicoptère, avant de se couper dans un bruit de parasite. Redouin lève la tête. Il l'entend clairement maintenant, le battement rythmique des pales qui déchirent l'air au-dessus du toit. C'est plus fort que le tonnerre, plus régulier que des coups de feu. La voix de son frère s'interrompt au milieu d'une phrase. Qu'est-ce que c'est? Les yeux de Redouin Fayed sont déjà fixés au plafond. Ce n'est rien, dit-il, mais son pouls le trahit. L'officier en visite regarde la fenêtre, confus, tandis que la lumière vacille comme si le ciel tremblait. Au-delà des murs, l'Alouette apparaît, ses vieux moteurs hurlant sous la contrainte. Les rotors dispersent la fumée des grenades déjà jetées par-dessus bord. Des nuages blancs s'épanouissent, épais et aveuglants, recouvrant la cour comme du brouillard. Pour les gardes, cela ressemble à du chaos. Pour Redouin, c'est une chorégraphie. Dans la tour de contrôle, l'officier de garde se fige. Le protocole anti-aérien dit « N'engagez pas le combat ». Il le répète à voix haute, espérant que sa voix donnera un sens à tout cela. Personne ne tire. Personne ne veut être celui qui tire le premier. L'hélicoptère se stabilise au-dessus de la cour d'honneur, seule zone jamais couverte par les câbles anti-aériens. Un angle mort, le seul angle mort. Stéphane peut sentir chaque vibration dans la structure. L'appareil lutte contre le vent, contre son propre poids. Ses mains crispées sur les commandes, la sueur lui coule dans les yeux. Le pirate de l'air le plus âgé se penche vers lui, la voix rauque d'autorité. « Reste en vol stationnaire, ne bouge pas d'un pouce. » Il obéit. Le pistolet presse davantage son épaule. Il fixe droit devant lui, refusant de baisser les yeux, mais il sent le changement de pression de l'air lorsque la porte latérale s'ouvre. Des bottes frappent le sol derrière lui, le bruit sourd des hommes qui sautent dans la fumée. Pendant un instant, il n'entend rien d'autre que les pales et le rugissement du moteur. Puis le bruit du métal qui hurle, une meuleuse d'angles découpant des serrures. Dans la cour, la fumée avance comme un brouillard marin.
Les gardiens tous, aveuglés et perdus. L'un d'eux essaie d'appeler à l'aide par radio, mais il n'entend même pas sa propre voix à cause du hurlement de l'acier qui déchire une porte renforcée. Le frère de Redouin Fayed reste figé. « Que se passe-t-il » murmure-t-il. Redouin Fayed ne répond pas. Il imagine déjà le couloir à l'extérieur, la dernière porte en train d'être découpée. Le bruit est inimitable. Une plainte de Banshee résonne dans le béton et vibre dans sa poitrine. 40 secondes suffisent à une main experte avec une lame de 35 cm. Quand la serrure cède, la pression de l'air change et pendant une seconde, toute la prison semble retenir son souffle. Redouan Fayed se lève. « Reste ici, dit-il à son frère. Et quand il sourit, c'est le sourire d'un homme déjà à moitié parti. Il entre dans le couloir, juste au moment où la fumée s'engouffre depuis l'autre bout. Les silhouettes qui en émergent ressemblent à des fantômes en tenue tactique, sans visage, silencieux, inarrêtables. L'une d'elles fait un geste, bref et précis. Il suit sans hésiter. Ils avancent rapidement, avec habitude. Ils avancent dans un couloir, ouvrent une porte, la meuleuse reprend. Des étincelles volent sur les murs. Chaque seconde est mesurée, comptée, dépensée comme des munitions. Dans la tour de guet, les gardes distinguent à peine à travers le brouillard. Les communications sont saturées de voix entremêlées. Les ordres se contredisent. Certains parlent d'exercice, d'autres réclament du renfort. Une tour signale un bruit de souffleur, une autre, un aéronef non identifié. Le temps que quelqu'un comprenne, l'hélicoptère plane déjà à l'intérieur du périmètre. Stéphane entend des coups de feu lointains, sans savoir s'ils sont réels ou des échos. Il a la nausée. Il veut détourner le regard, mais son instinct le force à jeter un coup d'œil de côté, juste assez pour voir un homme en armure verte courir vers la porte blanche d'un bâtiment, des étincelles volant autour de lui. Il comprend alors que ce n'est pas qu'un sauvetage, mais du théâtre. Chaque mouvement vise à humilier le système qui a construit ces murs. De retour à l'intérieur, Redouan Fayed et son escorte arrivent dans la cour. Derrière la porte, un mur de lumière et de bruit aveugle le monde. Le souffle des rotors fouette la fumée en tornade, des papiers volent, les alarmes hurlent. Il franchit la porte comme sous la pluie. Un garde crie derrière lui, un autre hurle son nom. Il ne se retourne pas. Il voit maintenant l'hélicoptère, planant juste au-dessus du sol, ses patins rebondissant sous l'effet du souffle. Le pilote n'est qu'une silhouette dans la brume, tête baissée, mains serrées sur les commandes. Deux hommes accroupis près de la porte lui font signe d'avancer. Redouan Fayed sent la chaleur des gaz d'échappement en courant. Chaque pas semble se dérouler au ralenti. La cour est animée de mouvements. Des gardiens crient dans leur radio. Des détenus sont collés aux fenêtres. Le monde s'ouvre autour de lui. Arrivé à l'avion, un homme masqué lui saisit le bras et le tire dedans. Un autre jette le sac de sport après eux. La porte claque avec un bruit de fin du monde. « Partez !» Quelqu'un crie. Stéphane réagit sans réfléchir, pousse la manette des gaz vers l'avant, sentant la machine peiner. L'hélicoptère monte brusquement, alourdi et traînant de la fumée. Redouan Fayed regarde en bas, à travers la brume, et lève la main pour un salut bref et précis. Pas au gardien, pas au système, mais à l'idée même de l'évasion. La fumée les engloutit et la cour redevient vide, seul l'écho de l'impossible subsiste. La route quittant la prison serpente à travers champs et villages, un paysage qui engloutit les fugitifs. Redouan Fayed est assis à l'arrière d'une camionnette volée, la tête appuyée contre la vitre, le rythme des pneus calé sur les battements de son cœur. Il reste silencieux. L'adrénaline persiste en lui, mais circule lentement, telle une marée descendante. Chaque évasion est une résurrection, mais chaque résurrection a un prix. Il ferme les yeux et se laisse dériver, loin de la poursuite et du bruit, vers un monde réduit de blocs de béton et la fin de l'enfance. En 1978, dans une banlieue au nord-est de Paris, l'odeur de pluie sur l'asphalte et des oignons frits venant des fenêtres d'appartements. Dans la maison des Fayed, 11 personnes partagent 3 pièces. Le père travaille de nuit dans une usine, la mère fait le ménage chez des familles qui ne connaîtront jamais son nom. Il n'y a pas d'intimité, pas de silence, seulement la survie. Redouan, 6 ans,
et son frère s'échappe un après-midi pour visiter un nouveau grand magasin tout près. L'endroit sent le plastique et le parfum, un vrai paradis pour des garçons qui ne possèdent rien. Ils errent dans les rayons en touchant tout ce qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Des ballons de football, des petites voitures, des lecteurs de cassettes. Un agent de sécurité les observe, méfiant avant qu'ils n'agissent. Quand il les appelle « petites merguez », une insulte lancée avec un rire, quelque chose de petit et glacé se loge dans la poitrine du garçon. Dehors, son frère sort un paquet de bonbons. « Il pense qu'on est des voleurs de toute façon », dit-il. « Alors soyons des voleurs. » C'est une logique d'enfant, mais elle tient la route. Ce jour-là, ils volent pour la première fois un objet bon marché et oubliable, puis partagent le butin sur le trottoir comme des pros. Quand leur père l'apprend, la ceinture s'abat durement et rapidement. Sa mère pleure, lui promet que le monde peut encore être gentil s'il reste sage. Mais le monde ne tient jamais ses promesses. Au fil des années suivantes, ils découvrent le cinéma, pas les films pour enfants, mais ceux que les adultes regardent tard le soir. Des thrillers français, des classiques américains de gangsters enregistrés à la télévision sur des cassettes vidéo home system usées. Il mémorise les scènes comme d'autres enfants mémorisent des prières. Il apprend le sens du timing, la posture, la poésie de la confiance en soi. Quand les héros à l'écran réussissent leur coup, ce n'est pas la violence qui l'hypnotise. C'est la précision, la beauté d'un plan exécuté à la perfection. Pour lui, le crime n'est pas le chaos, c'est de la chorégraphie. À l'adolescence, la frontière entre la fiction et l'ambition commence à s'estomper. Lui et ses amis commencent petits, autoradio, magnétoscope, puis des voitures entières. Le butin sert à acheter des baskets, des survêtements flashy, l'illusion d'appartenir à un groupe. Chaque réussite lui procure une montée d'adrénaline encore plus forte, un écho des scènes de films qu'il repasse dans sa tête. Les banlieues voisines sont minées par le chômage et le ressentiment. Pour certains, la religion apporte de l'ordre. Pour lui, ce sont les films qui le font. Si le système ne veut pas faire de lui quelqu'un, il écrira son propre scénario. À 18 ans, il entre dans sa première banque, une vraie arme cette fois. La vraie peur dans les yeux de la caissière. Les mots sortent de lui presque automatiquement, des répliques tirées d'un film qu'il connaît par cœur. Faites ce que je dis. Je ne veux pas vous faire de mal. Pensez à vos enfants. Ça marche. Le tiroir s'ouvre. L'argent change de main. Il part calmement, invisible, comme s'il sortait d'une scène pour revenir à lui-même. Cette nuit-là, il révise pour ses examens scolaires, l'argent caché sous son matelas. Son père est déjà retourné en Algérie et sa mère meurt lentement dans un lit d'hôpital. Il ne reste plus personne pour le gronder, personne pour le sauver. Il se dit que ce n'est pas mal. C'est de la discipline. Il croit que s'il contrôle chaque détail, s'il traite le crime comme un art, il peut rester pur au milieu de la saleté, et pendant un temps, il y parvient. La rumeur se répand dans le quartier, le garçon des tours qui braque des banques et cite des films. Certains l'admirent, d'autres l'évitent, mais tous en parlent. Ces mots deviennent une armure. Ça tient la peur à distance. Le respect, même mêlé de crainte, vaut mieux que l'invisibilité. Les années passent, les braquages deviennent plus audacieux. Il forme ses équipes comme un réalisateur choisit ses acteurs, chaque homme ayant un rôle précis. Le chauffeur, le guetteur, celui qui a des nerfs d'acier. Il insiste sur les répétitions, le timing, les costumes. Le travail n'est pas terminé une fois le coffre ouvert. C'est terminé quand tout est parfait. Son film préféré devient Point Break. Il adore l'idée de criminels comme des surfeurs du chaos, vivant pour l'adrénaline, se cachant derrière des masques de président. Il prend ce détail. Lors d'un braquage, lui et son équipe portent des masques en caoutchouc de politiciens français, et en quittant la banque, il ne peut pas s'empêcher de lancer une réplique tirée directement du film. Merci à tous, n'oubliez pas de voter. Les gardiens s'en rappellent longtemps, les journaux parlent d'un geste théâtral. Il le prend comme un compliment. Puis viennent les costumes noirs et les pseudonymes Monsieur Blanc, Monsieur Bleu, Monsieur Orange, rendant hommage à Reservoir Dogs. Les médias se moquent de l'imitation, mais cela lui importe peu. Le style, c'est le contrôle, donc le pouvoir. Les films lui apprennent plus que n'importe quel mentor n'aurait jamais pu le faire, que la peur est prévisible, que la confiance plie les règles du temps, que la violence compte moins que la précision, mais que l'ambition, c'est la fin. Ça ne s'arrête jamais. Après une décennie de braquage, il commence à rêver du Saint Graal, les fourgons blindés qui transportent des millions à travers la France sous la protection des fusils et de l'acier. Pour lui, ce ne sont pas que des cibles, mais aussi des symboles. En braquer un,
c'est prouver que la réalité peut encore être réécrite. Il étudie chaque itinéraire, chaque horaire, chaque point faible. Le plan qui se forme dans son esprit, c'est du pur cinéma. Vitesse, chorégraphie, dialogue réduits à l'essentiel. Le jour venu, il conduit lui-même la voiture de tête, une Renault lancée comme une arme contre 6 tonnes de métal blindé. L'impact est brutal, les pneus crissent, le verre éclate, l'air se remplit de poudre et d'adrénaline. 2 autres voitures s'approchent. Des hommes masqués de hockey en sortent, armes levées. Ils bougent exactement comme répété. En 3 minutes, tout semble sous contrôle. Mais 3 minutes, c'est trop long. La police arrive plus tôt que prévu. Des coups de feu claquent dans l'air. Il sent l'impact d'une balle dans son épaule. Vif, choquant, brûlant. Le plan échoue, mais son instinct le pousse à avancer. Il boite vers la voiture de fuite, du sang sur sa veste. Quand tout est terminé, il est vivant mais vulnérable. Son acide désoxyribonucléique laissé sur les lieux. La police le retrouvera. Ils le font toujours. Ils passent les mois suivants à moitié cachés, à moitié défiants. Les hôpitaux sont dangereux, alors il soigne lui-même sa blessure. La douleur devient un professeur. Il apprend les limites du corps humain comme d'autres apprennent l'algèbre. Et pourtant, il ne ressent aucun regret, seulement de la curiosité. Jusqu'où peut-il s'approcher du bord avant de tomber? Jusqu'où peut-il étirer l'illusion avant que la pellicule brûle? Le sang sèche sur son épaule comme une signature. Pendant des semaines, il se cache dans la pénombre des planques, passant d'appartement prêté en visage compatissant. La blessure s'infecte, mais il la soigne lui-même. Il est habitué à la douleur, c'est la seule chose qui dit toujours la vérité. Les descentes de police balaient les banlieues, les arrestations s'accumulent, mais Redouin-Fayed leur échappe à chaque fois, telle de la fumée. Il a compris que l'invisibilité n'est pas un tour de magie, mais une question de patience. L'arrestation, lorsqu'elle finit par arriver, semble presque anticlimatique. Dans un train vers la France, depuis l'Allemagne, à moitié endormi, le bras encore raide sous bandage, des policiers en civil descendent l'allée, demandant des papiers. Il tend les siens avec un sourire, mais quelque chose dans son regard le trahit. Des mains saisissent ses épaules, des menottes froides claquent, les passagers font semblant de ne pas regarder. Le trajet finit en silence. À la tombée de la nuit, il est dans une cellule de détention allemande, et à l'aube, il pense déjà à la suite. Il analyse les détails de son arrestation, la routine, la procédure d'escorte et les angles morts. Chaque revers est une répétition pour l'acte suivant. Le lendemain matin, alors qu'il le transfère sur le quai, il tente sa chance. Il se tord, court, saute du train. Des cris le suivent, le métal des armes résonne sur le béton. Il tombe de plusieurs mètres, atterrit mal, sent sa cheville se tordre. La douleur le transperce, mais son instinct animal le pousse à continuer. Un train de marchandises gronde entre lui et ses poursuivants, lui faisant gagner quelques secondes. Lorsqu'il passe, il a disparu. Il boite dans les rues de Bâle jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans le couloir de service d'un hôtel. Il se cache des heures, écoutant les chariots de ménage grincer. Il a besoin d'un téléphone, mais il n'a que des menottes au poignet. Il aperçoit la réceptionniste à travers une porte vitrée et calcule la distance, la ligne de vue, le timing. Quand elle tourne la tête, il demande poliment de la monnaie. Les pièces tintent sur le comptoir, et pendant une seconde, il n'est qu'un voyageur fatigué de plus. Elle ne voit pas les menottes. Il les cache sous le bureau pendant qu'il ramasse l'argent. Il passe l'appel, la ligne grésille, son contact lui promet de l'aide. Mais quand il relève la tête, le hall est rempli d'uniformes. Il n'a plus nulle part où aller. Ils l'emmènent à l'hôpital pour la cheville. Il fait semblant d'être faible, serre les dents malgré la douleur. Il sait attendre. Le lendemain matin, quand 2 agents l'escortent jusqu'à la salle d'examen, il agit vite. Il lâche ses béquilles, se retourne brusquement et désarme un agent avant que l'autre réagisse. Il y a des années, il a séjourné en Israël pour apprendre le Krav Maga, non comme passe-temps, mais comme assurance. Il l'utilise maintenant avec l'efficacité de quelqu'un qui actionne un interrupteur, un coup sur le nez, un autre à la gorge. Un agent s'effondre, l'autre chancelle. En moins de 10 secondes, les 2 armes sont à lui. Il ne tire pas, il s'enfuit. Plus tard, ils diront que c'est un miracle qu'il n'ait pas été tué. Il appelle ça du rythme, du timing, de la chance, encore de la chorégraphie. C'est toujours de la chorégraphie. Mais la fuite ne peut pas durer éternellement. 3 mois plus tard, il l'attrape de nouveau. Cette fois, il ne se bat pas. Le procès est un flou de costumes et d'accusations, mais le verdict est clair. 18 ans. Ça devrait le briser. Ce n'est pas le cas.
La prison devient une autre sorte de scène. Il étudie les gardiens, les systèmes, la psychologie. Il devient poli, discipliné, même charmant. Sa bonne conduite réduit sa peine. Il lit, il écrit, il planifie. Quand ils le libèrent après 9 ans, il sort avec un manuscrit et un sourire. Le livre est sa confession et son déguisement. Il se vend. La France aime les criminels repentis à la langue bien pendue, invités et amusant les animateurs à la télévision. Il leur dit qu'il a changé, que le crime est derrière lui. Ils veulent le croire. Il rencontre des réalisateurs, des producteurs, même Michael Mann, dont les films lui ont appris à voler. Mann sourit maladroitement, ne sachant que dire à un fan ayant transformé la fiction en sang. Redouin le remercie tout de même. Il ne cherche pas l'approbation, mais la symétrie. Un temps, il vit honnêtement. Le mariage, un petit emploi de bureau, des dîners polis. Mais malgré tout, les nuits restent lourdes. Le silence de la vie normale ressemble à une cellule sans mur. Il rêve de mouvement, de moteur et d'évasion. La faim ne meurt jamais, elle apprend seulement à chuchoter. En 2010, un coup tourne mal dans le sud de Paris. Le plan était de braquer un fourgon blindé, proprement et rapidement, mais la circulation change tout. Le braquage tourne mal, des coups de feu éclatent, une voiture de police est prise dans la fusillade. L'agente Aurélie Fouquet, 26 ans mère d'un petit garçon, est touchée à 16 reprises. Le gang prend la fuite. Elle décède avant l'arrivée des secours. Le pays retient son souffle, les journaux scandent son nom, les politiciens jurent de se venger. Des funérailles solennelles, drapeau en berne, le président promet « Nous les retrouverons ». Dans un étrange retournement ironique, Redouin apparaît de nouveau à la télévision, cette fois en tant qu'experte dans un documentaire sur les braquages modernes. Sous les projecteurs du studio, elle explique tactique, schéma et psychologie des braqueurs. Elle parle d'un ton calme et analytique, comme quelqu'un qui en a trop vu. Personne ne se rend compte qu'elle décrit sa propre opération, mais les enquêteurs continuent de creuser. Des images de vidéosurveillance montrent une camionnette blanche, une posture familière, un visage partiellement caché, non sur les lieux du meurtre mais proche. Le puzzle s'assemble. Ce n'est pas elle qui a tiré, mais c'est elle l'architecte, la tête pensante. 1 an plus tard, elle est de nouveau arrêtée, cette fois sans coup de feu, juste de l'épuisement. Elle se laisse emmener sans résistance. Elle sait ce qui l'attend. Un autre procès, une autre cellule, une autre légende à entretenir. En prison, une fois de plus, elle réfléchit à l'étrange cercle que tout cela forme. Chaque plan qui commence dans la liberté se termine par l'enfermement, et pourtant chaque enfermement lui apprend quelque chose de nouveau sur l'évasion. Elle tient des carnets pleins de détails, d'emploi du temps, de routes aériennes et de schémas. Elle prétend le faire pour garder l'esprit vif, mais elle sait que ce n'est pas vrai. L'homme qui prétend être réformé ne fait que répéter sans cesse. Quand il finit par se regarder dans le miroir, le reflet qui lui fait face est calme, plus âgé, plus affûté. Les yeux ont perdu de leur chaleur, mais gagné en précision. Si le système le qualifie de dangereux, ce n'est pas parce qu'il est violent, c'est parce qu'il ne cesse jamais de réfléchir. Il réapprend à sourire, charmer les gardiens, paraître inoffensif. Les vieux trucs marchent toujours. Lorsqu'ils le transfèrent à l'isolement dans une prison moderne au sud de Paris, sa réputation est devenue une légende, mêlant crainte et fascination. Hors des murs, on débat de ce qu'il incarne, criminel, héros populaire ou reflet de la France. À l'intérieur, il continue de compter les secondes, de mémoriser les sons, de tracer dans sa tête des itinéraires d'évasion. Un jour, il entend un gardien parler du pilote donnant des cours dans de vieux hélicoptères, détail discret passé inaperçu des autres. Mais pour Redouin, c'est le début d'un nouveau scénario. À la fin des années 1990, Redouin Fayed est devenu une référence dans le crime français. Tout le monde connaît la méthode. Une opération d'un calme inouï, mêlant sang-froid et mise en scène, rendant les rapports de police dignes de scénarios de film. Pour ses collaborateurs, il est plus metteur en scène que patron. Il corrige la posture, le ton, jusqu'à la façon de tenir une arme. Rien ne doit sembler négligé. Chaque seconde d'un braquage doit être cadrée comme le verrait une caméra. Il étudie les plannings de sécurité réels des banques et des sociétés de transport de fonds, aussi minutieusement qu'il étudiait autrefois les dialogues des films. Il est fasciné par les systèmes qui prétendent être parfaits. Dans son esprit, la perfection n'existe que pour pouvoir être démentie. Quand un braquage réussit, il ne ressent pas de fierté, mais du soulagement. L'univers s'est comporté comme prévu.
Au fil de ces années, il affine un code non écrit. Rapidité, clarté, aucune cruauté inutile. Il estime que la violence est une perte de temps. L'arme ponctue, ne parle pas. Les témoins doivent survivre. La terreur seule suffit. Ces règles font partie de sa réputation, murmurée parmi les équipes qui rêvent de travailler avec lui. Pour eux, il est méticuleux, imprévisible, mais honorable. Pour la police, c'est un professionnel qui transforme chaque coup en humiliation. Entre 1995 et 2000, ces méthodes évoluent. Les petites banques grandissent, les déguisements se complexifient. Une équipe entre en portant des masques de président français, rappelant le style de Point Break. Une autre fois, ils s'habillent en costume noir et utilisent des pseudonymes codés par couleur, directement inspirés de Reservoir Dogs. Les détectives qui examinent les images de vidéosurveillance remarquent la cohérence théâtrale, les mouvements répétés, les gestes identiques, même la façon dont ils quittent la scène est arrangée pour l'effet. Ce n'est pas de la parodie, c'est de la discipline. Redouin pense que l'imitation est un camouflage. Si les gens pensent que vous copiez un film, ils ignorent que vous le réécrivez. En deux, Malern, il en veut plus. L'argent des banques est rapide, mais les fourgons blindés restent mythiques. Ils sont le flux d'argent liquide du pays, protégé par des armes, du verre renforcé et une réputation redoutable. Embraquer un est le saint graal du criminel français. Il recueille des données techniques, poids des véhicules, itinéraires et procédures radio. Il apprend que les routines de sécurité dépendent de la répétition, qui peut être chronométrée. L'opération qui suit devient le modèle de sa légende, une zone industrielle en dehors de Paris, à l'aube. La cible, un transport de 6 tonnes chargé de dépôts bancaires des agences régionales. Son équipe utilise 3 voitures. Il conduit la Renault de tête, préparée pour aller très vite. Les autres se placent derrière, moteur allumé. Quand le camion prend le virage, il accélère. L'impact déchire le métal, les airbags explosent. Avant que les gardes ne puissent réagir, 2 autres voitures bloquent la route devant et derrière. 5 hommes portant des masques de hockey sortent, автомат Kalachnikov, 47 levés mais disciplinés. Aucun tir perdu. L'un d'eux plaque une charge creuse contre le pare-brise, surtout pour intimider. Les gardes se rendent comme prévu. Ça devrait prendre 2 minutes, mais ça en prend 3. 7 minutes de plus gâchent tout. Une voiture de patrouille qui passe, un flot de communication radio et toute la géométrie du contrôle s'effondre. Les sirènes se rapprochent, des coups de feu éclatent dans la zone industrielle. Redouin sent la brûlure à l'épaule, une balle, qui l'effleure mais assez profonde pour saigner abondamment. L'équipe se disperse. Il retourne en boitant vers la voiture, la douleur déjà mise de côté. Il s'échappe, mais non sans mal. Du sang sur le siège, une goutte sur la porte, de l'acide désoxyribonucléique retrouvé rapidement par les enquêteurs. Quand la nouvelle de la fusillade passe à la télévision, cela le choque moins que cela ne l'excite. Les images de voitures brûlées, d'impacts de balles et de tentes médico-légales rappellent les scènes de films qu'il voyait autrefois. La différence, cette fois, c'est l'auteur. C'est lui qui l'a écrite. L'enquête dure des mois. Plusieurs membres de l'équipage sont arrêtés, d'autres disparaissent. Il se cache dans des planques à travers le nord de la France, change de voiture, brûle ses vêtements, laisse la blessure se refermer sans soin. Chaque nuit, il repasse le braquage dans sa tête comme un réalisateur qui regarde les rushs, analysant ce qui a mal tourné, ce qui doit être modifié dans le timing. La peur n'entre jamais dans l'analyse, seule la précision compte. C'est pendant cet exil qu'il développe sa seconde obsession, l'invisibilité par la civilité. Il voit les forces de l'ordre comme un public, non des ennemis. Il reste poli lors des interrogatoires. Lorsqu'il est arrêté, il coopère, sachant que le charme offre une échappatoire plus rapide que la puissance. L'image du hors-la-loi souriant séduit un pays qui romantise secrètement la rébellion. Finalement, la piste le rattrape quand même. Une empreinte digitale, une correspondance, une arrestation lors d'un voyage tranquille en train. Pour la première fois, la caméra filme la garde à vue. Même derrière les barreaux, il maîtrise ton et rythme. Il ne plaide jamais la panique, il plaide le style. Pour les journalistes, il devient le bandit gentleman. Son surnom persiste faute de mieux. À cette époque, la prison reste perméable. L'argent et la patience offrent des faveurs, le silence du temps de réflexion. Il écrit des lettres, rédige des plans pour des livres qu'il n'a pas encore écrits, esquisse des schémas des prisons elles-mêmes. Il croit que chaque environnement contient sa propre sortie, si l'on apprend le rythme de ses gardiens. Il étudie ce rythme comme un dialogue.
Lorsqu'il est libéré plus tôt pour bonne conduite, il sort à la lumière du jour, en train d'écrire mentalement sa prochaine version. Les médias le voient comme une curiosité, un criminel repenti citant la théorie du cinéma. Les animateurs de talk show le trouvent articulé, drôle, presque sympathique. Les téléspectateurs ignorent que son calme résulte d'années de calcul. Pour Redouin Fayed, la rédemption est aussi un déguisement. La liberté sans risque donne l'impression d'une vie figée. Il joue le rôle d'écrivain, de mari, de citoyen respectable, tandis qu'au fond de lui, le schéma de la préparation recommence. Il rencontre de nouveaux associés, écoute des histoires sur les améliorations de sécurité et affiche le même sourire discret qui veut toujours dire « j'y ai déjà pensé ». La vérité est simple et sans sentimentalisme. Il ne vole plus pour l'argent, il vole pour la preuve. Chaque braquage, chaque évasion, chaque acte de défi est la preuve que le contrôle est une illusion. Il pense que s'il parvient à réaliser l'impossible, il dépasse la condition des hommes ordinaires. Après sa libération anticipée, Redouin Fayed mène une vie discrète, du moins en apparence. Il retourne en banlieue parisienne, reste discret et parle souvent de rédemption. Les journaux le décrivent comme symbole de réinsertion. Les animateurs l'invitent à la télévision, où il porte des costumes sur mesure et explique comment un homme peut changer s'il le souhaite. Il remercie le système judiciaire pour sa seconde chance. Il évoque l'écriture, sa passion pour le cinéma et l'usage de son histoire pour dissuader les autres de commettre des crimes. L'ironie, évidente seulement après, c'est qu'il planifie déjà à nouveau. Ce qu'il appelle la réforme, il le traite comme de la reconnaissance. Le circuit des talk shows lui donne accès aux journalistes, aux consultants en sécurité, même à d'anciens officiers qui apprécient la nouveauté d'être amis avec un ex-gangster célèbre. Il écoute, toujours. Chaque conversation est une source d'information. Chaque poignée de main est une recherche. En 2009, il assiste à un événement cinématographique où le réalisateur Michael Mann apparaît sur scène. Heat est l'écriture sacrée de Redouin Fayed depuis des années, et voir son réalisateur, c'est comme rencontrer un dieu. Quand il s'approche, le réalisateur lui sourit poliment, ignorant que cet homme a déjà organisé des braquages selon ses plans. Redouin le remercie pour l'inspiration. L'homme hoche la tête, confus, peut-être mal à l'aise, et le moment passe. Pour Redouin, c'est une autre case cochée, une autre symétrie atteinte entre l'imagination et l'action. Cet hiver-là, la police le remarque de nouveau en train de fréquenter des criminels connus. Il affirme que c'est une coïncidence. Il affirme les remettre dans le droit chemin, sans preuve contraire. Mais au printemps suivant, les rumeurs deviennent plus concrètes. Un coup en préparation, quelque chose impliquant un transport de fonds, le 20 mai 2010, tôt le matin près de Créteil, au sud-est de Paris. 2 policières, Ourly Fouquet et sa coéquipière, patrouillent dans une rue de banlieue. Une mission de routine. Fouquet a 26 ans, c'est une jeune maman qui revient de congé maternité. Elle ignore qu'à quelques kilomètres, une équipe armée vient d'échouer un braquage majeur de fourgons blindés. Leur plan a échoué après une course-poursuite sur la A4 provoquée par un contrôle routier. Désespérés et acculés, ils cherchent un autre véhicule à voler et trouvent une voiture de patrouille. Quand les 2 unités se croisent à une intersection, aucun avertissement n'est donné. Les tirs durent moins de 10 secondes. 16 balles traversent le verre et le métal. Fouquet est touché à plusieurs reprises. Son partenaire est blessé mais survit. Les tireurs fuient en camionnette blanche. La camionnette est retrouvée plus tard abandonnée, criblée de balles sur les côtés, et à l'intérieur, on trouve des douilles éparpillées, des gants, des cartes et, surtout, de l'acide désoxyribonucléique. La France réagit avec indignation. Une policière assassinée, une jeune mère, tuée par balle lors de ce qui devait être un simple vol. Le président assiste aux funérailles, entouré de milliers de policiers. Une médaille d'honneur est posée sur le cercueil. Les flashs crépitent. La promesse de justice se répète jusqu'à perdre tout sens. Redouin Fayed est alors assis dans un studio de télévision. Sujet de l'émission, hausse des braquages professionnels en France. Il parle calmement, comme s'il faisait autorité, disséquant les méthodes, prédisant les erreurs. L'animatrice le présente comme une experte. Le public applaudit. Hors caméra, les enquêteuses commencent à se demander s'il explique les crimes ou s'il les avoue. Les preuves s'accumulent lentement. Relevés téléphoniques, vidéosurveillance en périphérie, images floues d'une caméra de station-service, assez claires pour éveiller des soupçons. Quand les détectives la revoient, elles reconnaissent sa démarche et sa posture, puis la comparent aux images de ses entretiens. C'est trop ressemblant. Il n'est pas le tireur qui a tué Aurélie Fouquet, mais c'est lui qui a conçu la scène où cela s'est produit.
Les fourgons volés, le timing, la logistique, sa signature est partout. Quand la police arrive enfin à son appartement 1 an plus tard, il ne résiste pas. Il y a presque un soulagement dans la reddition, comme si une autre scène avait atteint sa dernière prise. Le procès est brutal. L'accusation le présente comme un manipulateur masqué par son charme et son intelligence. Ses avocats affirment qu'il est jugé responsable des actes violents d'autrui. Il écoute, l'expression indéchiffrable, comme un homme qui regarde un film qu'il a déjà vu. Le verdict est coupable, la peine est lourde, sa légende ne fait que grandir. De retour à l'intérieur, il s'adapte comme toujours. Une nouvelle routine, un nouveau groupe de gardiens à observer. Il remarque les détails automatiquement, le bruit des clés, l'angle des caméras de sécurité, le temps que met un portail à s'ouvrir et à se refermer. Il ne dit jamais ce qu'il pense, mais ceux qui le connaissent soupçonnent qu'il est déjà en train de concevoir une nouvelle évasion. À présent, le mythe a dépassé l'homme. Les journaux l'appellent le dernier des bandits à l'ancienne. Des films et documentaires mentionnent son nom. Pour certains, il sert d'avertissement. Pour d'autres, il symbolise un défi dans un monde obsédé par la surveillance. Mais sous tout cela, il reste ce qu'il a toujours été, un stratège, agité et insatisfait, convaincu que l'évasion parfaite existe encore quelque part devant lui. Il écrit à nouveau des lettres. Certaines sont adressées à sa famille, d'autres à des journalistes, et l'une à une jeune femme dont le beau-père est instructeur de vol. Le ton est amical, réfléchi, presque doux. Il parle de philosophie, du destin, de la nature de l'enfermement. Personne ne perçoit la structure cachée en les lisant. Pour Redwin, chaque mot est une brique dans un tunnel futur. Et lorsque, des années plus tard, les enquêteurs découvrent qu'il a correspondu avec le pilote, dont l'hélicoptère descendra un jour dans la cour d'une prison, ils comprendront alors ce que ces lettres étaient vraiment, pas de la nostalgie, pas une conversation, mais une préparation. Les références au film disparaissent de ses discours publics, mais l'état d'esprit ne le quitte jamais. Il reste l'homme qui croit que la vie est un film, que chaque scène peut être répétée jusqu'à ce que la fin change. Il lui faut juste le bon accessoire, le bon timing et une faille dans le scénario que personne n'a vu. En 2018, après 2 décennies de fuite, d'arrestation et de réinvention, il a de nouveau le scénario en main. Les outils sont plus petits maintenant, des lettres, des amitiés, des messages codés, un drone qui bourdonne, invisible, au-dessus d'une cour. Le monde autour de lui pense qu'il est fini, mais il sait mieux que ça. Chaque porte fermée n'est que la scène d'ouverture du prochain acte. Il y a 2 sortes d'infamie en France, celle qui meurt rapidement sous les gros titres et celle qui refuse de s'effacer. Redouin Faïd appartient à la seconde catégorie. Il a maintenant passé plus de temps de sa vie derrière les barreaux qu'à l'extérieur. Pourtant, chaque retour en prison ne fait qu'amplifier sa légende. Pour ses partisans, c'est un anti-héros, un homme qui met en lumière les failles d'un système fondé sur le contrôle. Pour l'État, il est un cauchemar qui ne cesse de réécrire sa propre histoire. En 2013, il a déjà réussi l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire moderne de la France, mais cela reste encore 5 ans avant l'hélicoptère. Tout a débuté avec une arme de contrebande, un pistolet 9 mm dissimulé dans les murs de la prison par des contacts familiers de la routine. Un matin de printemps, dans un quartier de haute sécurité construit pour contenir des hommes exactement comme lui, l'arme apparaît dans sa main. Ce qui se passe ensuite se déroule comme l'une de ses propres scènes de film, fumée, bruit, vitesse. Il prend des otages, des gardiens, terrifiés mais indemnes, et exige l'accès à la porte de sortie. Des explosifs improvisés mais réels transmettent le message. Les murs tremblent, les sirènes hurlent. Quand la police reprend le contrôle, il est déjà parti, ne laissant que des serrures brûlées et de l'incrédulité. Pendant des semaines, le pays tout entier le traque. Affiches, barrages routiers, hélicoptères. Il se cache à la vue de tous, se faufilant dans les banlieues, se rasant la barbe, changeant de voiture. Il franchit même les frontières, on le dit aperçu, en Belgique, en Suisse, dans le nord de la France. Finalement, il le retrouve près d'une petite ville, retranché dans un motel bon marché, sans armes et calme. Il se rend sans dire un mot. Il sait que dans son monde, se rendre n'est qu'un entracte. L'État resserre son emprise. L'isolement cellulaire devient sa nouvelle adresse, mais même la solitude a ses propres schémas. Les routines des gardiens, le timing des visites, la paperasse qui circule dans les couloirs. Il observe tout cela attentivement. L'homme ne peut pas s'en empêcher. L'analyse, c'est la survie. Avec le temps, son comportement se stabilise.
Il plaisante avec les gardiens, obtient de petits privilèges, devient presque à nouveau sympathique. La surface du calme cache le moteur familier en dessous, un esprit qui conçoit des issues. Les années passent. Les criminologues parlent d'un paradoxe. Intelligent mais impulsif, charmant mais prédateur, accro non au crime mais à la tension. La montée d'adrénaline, disent-ils, est sa véritable obsession. Il est d'accord, même plus tard au tribunal. Il se définit comme un homme malade, ayant besoin d'impossible pour se sentir vivant. Mais avant cet aveu consigné, il y a une autre histoire, celle qui change l'admiration en indignation. La fusillade d'Aurélie Fouquet hante toujours le pays. Chaque anniversaire amène des gros titres, des interviews familiales et une nouvelle indignation sur la clémence des peines et les défaillances systémiques. Quand le nom de Fayed réapparaît, associé à ce braquage, l'opinion publique change. L'homme autrefois considéré comme un héros populaire devient le symbole de quelque chose de plus sombre, une arrogance sans remords. Les chaînes qui l'invitaient à débattre de réformes diffusent désormais sa photo d'arrestation. Le sourire autrefois charmant paraît désormais moqueur. Au procès, il est accusé d'avoir organisé le braquage de 2010, non d'avoir tiré, mais d'avoir créé la machine responsable d'une mort. Il écoute, comme toujours, avec cette même concentration détachée. Les témoins le décrivent comme intelligent, persuasif, manipulateur. Les procureurs le qualifient de prédateur social. Les mots marquent, la sentence est lourde. Encore une longue période, une autre pièce scellée, de nouvelles mesures de sécurité. Il le déplace d'un établissement à l'autre, chacun censé être plus sécurisé que le précédent. L'État veut l'enterrer sous la routine, mais ils ne comprennent pas encore. La routine, c'est là où il s'épanouit. En silence, il observe, mémorise, attend. Dans les années 2000, le système pénitentiaire français s'est modernisé. Des caméras partout, des portails électroniques, des serrures biométriques. Pourtant, même les machines dépendent des humains, et les humains sont prévisibles. Redouin Fayed recommence à écrire. Cette fois, les lettres ne parlent pas de philosophie ou de rédemption. Ce sont des correspondances, calculées, amicales, persistantes. L'une s'adresse à une jeune femme dont le beau-père est pilote. Il ne s'agit pas de séduction, c'est de la reconnaissance. Dehors, le pilote poursuit sa vie tranquille, les leçons, les aérodromes, les petites conversations sur la météo. Il n'a aucune raison de penser qu'un prisonnier à des centaines de kilomètres de là connaît même son nom. Mais en isolement, Redouin Fayed construit des relations comme des ponts. Il sème des idées et attend qu'elles germent. Il apprend par des ragots de seconde main et des appels téléphoniques codés que le pilote possède un vieil avion, un modèle vintage assez petit pour atterrir là où les hélicoptères modernes ne le peuvent pas. L'idée progresse. Discrètement, le scénario se réécrit de lui-même. Dans sa cellule, il garde ses habitudes simples, des pompes, de la lecture, de l'écoute. Il remarque de petits changements, de nouvelles recrues parmi les gardiens, des réparations sur le filet de la cour, un drone qui bourdonne parfois au-dessus de sa tête, venant de l'extérieur. Il sourit. Les gens croient le surveiller, sans réaliser qu'il les observe aussi. De temps en temps, on le conduit au bloc des visites. Une longue marche, des portes verrouillées, le bruit des bottes sur le béton. Chaque trajet ajoute une nouvelle ligne à la carte mentale qui se forme dans sa tête. Il compte les secondes entre les portes, évalue les distances, mémorise les motifs d'écho. C'est un système conçu pour le contrôle, mais aussi pour la répétition, et la répétition est toujours exploitable. Dehors, le monde l'oublie pendant un moment. D'autres nouvelles remplissent le cycle, mais parmi ceux qui étudient le crime organisé français, les rumeurs persistent. Fayed est de nouveau silencieux, ce qui veut dire qu'il réfléchit. Début 2018, cette réflexion s'est transformée en logistique. Il connaît les horaires de rotation des gardiens. Il sait quelle cour n'a pas de câbles anti-hélicoptères. Il connaît les habitudes du pilote, ses origines, ses vulnérabilités. Il sait que le matin du 1er juillet, l'espace aérien au-dessus de la prison sera libre. Toute cette planification s'effectue discrètement, via lettres et appels téléphoniques anodins, des fragments insignifiants pris séparément. C'est en les assemblant qu'il révèle ce qu'il a construit. Le personnel soupçonne, mais sans preuve, ce n'est que du bruit. Le drone aperçu au-dessus de l'établissement quelques jours plus tôt est signalé, puis écarté. Les messages codés dans ces appels sont attribués à de la paranoïa. Le système, comme toujours, fait confiance à ses propres murs. Ainsi, ce dimanche matin, à 9h20,
Tandis que les gardiens déverrouillent les portes des cellules et que la routine reprend, l'acte final entre discrètement en scène. Dans une autre région, un pilote embarque dans un hélicoptère Alouette 2 d'époque avec 2 inconnus se disant étudiants. Il le paie en espèces. Il sourit un peu trop. Il a une gêne à l'estomac, mais décolle quand même. Il ignore qu'en moins d'1 heure, il survolera le complexe en béton ayant détenu l'homme le plus dangereux de France durant des années. Dans la prison, Redouin Fayed attend en salle des visites, les mains croisées et le cœur calme. En apparence, il ressemble à un homme résigné à son sort. En réalité, il compte, plus les secondes, désormais. Les battements de cœur. Chaque bruit venant de la cour résonne à travers les murs comme un présage. Les gardes dehors rient de quelque chose à la radio. L'air sent la poussière et le désinfectant, et quelque part, bien au-dessus de ces murs de 17 tonnes, le bourdonnement lointain des pales d'hélicoptères commence à s'intensifier. Le premier son est un bourdonnement sourd, presque anodin. Pour les gardiens, cela pourrait être une tondeuse au-delà du périmètre, peut-être des équipes de maintenance d'eau, mais c'est dimanche. Personne ne travaille le dimanche. Le bourdonnement devient plus lourd, plus dense, la pression de l'air change, la poussière de la cour commence à s'élever. Sur les miradors, les sentinelles plissent les yeux face à l'éblouissement. Une ombre passe dans la cour. Quelqu'un murmure « souffleur de feuilles ». Une autre personne dit « drone ». Personne ne dit « hélicoptère ». Pas encore. Puis apparaît un vieil Alouette, 2 modèles des années 1950 compacts, délicat, à peine plus grand qu'une voiture familiale. Il descend dans la seule zone de la cour sans câble, un espace si étroit qu'on dirait qu'il a été conçu pour cela. Dans la salle de contrôle, les radios s'animent brusquement. Un officier supérieur crie des ordres qui vont à l'encontre du protocole. Ici, il est interdit aux gardes de tirer sur les avions. L'hypothèse est simple. Personne n'oserait jamais, mais quelqu'un l'a fait. L'hélicoptère se stabilise au-dessus du béton. Ses patins flottent à 1 mètre du sol. Des grenades fumigènes tombent, éclatant en nuages, qui se répandent dans la cour. D'abord blanc, puis gris, transformant toute la scène en une tempête de bruit et de confusion. Pour les hommes qui observent depuis les tours, c'est un chaos informe. Pour Redouin Fayed, assise dans la salle de visite 50, la chorégraphie commence enfin. Il entend la meuleuse avant de la voir, un cri électrique qui tranche l'acier. Des étincelles tombent comme la pluie, rebondissent au sol. Derrière la porte, son frère crie, confus. Les gardiens crient pour demander du renfort, mais les radios ne diffusent qu'un mur de parasites. La fumée envahit le couloir. Il se lève, s'essuie les paumes sur son pantalon de prison et sourit. L'odeur du métal brûlé n'a jamais été aussi agréable. La première porte cède. La meuleuse hurle sur la serrure suivante. 40 secondes d'agonie métallique. Une silhouette en tenue tactique verte franchit le seuil, visière baissée, geste précis. Aucun geste superflu, aucun cri. Il fait un signe. Redouin bouge. Ils courent dans le couloir, l'un devant, l'autre suit, passant des bureaux vides et des alarmes clignotantes. Chaque porte s'ouvre là où elle doit, chaque virage est répété. La fumée les cache des tours. Les gardes, stupéfaits et partagés entre doute et devoir, sont tous désarmés. Le protocole l'emporte, ils hésitent. Dehors, l'hélicoptère lutte contre les turbulences, ses pales mordant l'air. Le pilote Stéphane B. lutte avec les commandes, les yeux fixés sur ses instruments. Il transpire, le cœur battant fort. Le pistolet sur ses côtes lui rappelle de rester calme. Il sait qu'une seule erreur pourrait tuer sa famille, mais une partie de lui se demande encore si tout cela n'est pas une hallucination. La leçon d'étudiant vire au cauchemar. Odeur de poudre, vibration dans la structure, homme masqué en bas. Il n'a jamais été aussi éveillé. L'homme en vert fait irruption par la dernière porte, traînant la meuleuse derrière lui. Le bruit s'arrête. Pendant 1 seconde, le monde n'est plus que souffle de rotor et cris. Puis Redouin Fayed apparaît, calme au milieu du chaos. Il ne court pas, il marche vite, la tête baissée, une main protégeant son visage de la poussière. Les gardiens crient son nom. Il ne se retourne pas. 2 détenus qui sortent des poubelles restent figés sur place. Le souffle de l'hélicoptère disperse papiers et poussières autour d'eux. La machine ressemble à un être vivant, luttant contre la gravité, hurlant vers le ciel. Redouin l'atteint, attrape la structure et grimpe à l'intérieur. Alors qu'il s'installe sur le siège, il lève une main en un salut rapide vers la cour, moqueur, respectueux, ou les deux à la fois. Les hommes qui regardent se souviendront de ce geste toute leur vie. « Vas-y !» crie quelqu'un. Le pilote obéit.
L'alouette s'élève, la fumée tourbillonne derrière elle. Pendant un instant, elle semble rester immobile, puis elle s'élève, basculant dans l'air lumineux de l'été. Le bruit résonne contre le béton comme des applaudissements. À l'intérieur de la prison, les sirènes hurlent encore. Dehors, l'impossible s'est déjà produit. En quelques minutes, des alertes nationales sont lancées, des barrages routiers sont installés, des patrouilles aériennes et des fermetures d'autoroutes sont mises en place, mais les fugitifs se sont déjà volatilisés. L'hélicoptère atterrit brièvement au bord d'un champ au sud de Paris. Les hommes débarquent, disparaissent dans des voitures en attente, et quand la police retrouve le pilote, seul et tremblant près de son appareil, la piste a déjà disparu dans l'immensité de la campagne. La nouvelle tombe avant midi. Le criminel le plus célèbre de France s'évade en hélicoptère. La phrase tourne en boucle sur toutes les chaînes, toutes les fréquences. Les présentateurs trébuchent sur leurs mots. Les producteurs passent à des images d'archives de prison et d'hélicoptères, essayant de donner un sens à ce qui vient de se passer. Les commentateurs parlent d'un film, d'une légende, d'un mythe. L'histoire grandit plus vite que les faits. Les réseaux sociaux explosent d'admiration, d'indignation et d'incrédulité. Une actrice bien connue tweet « Bravo, Redouin Fayed. Toute la France est avec toi. Pour l'État, c'est humiliant. Pour le public, c'est fascinant. » Une nation ordonnée fait face à un homme devenu maître de la défiance. La chasse débute aussitôt. Des centaines d'agents, drones, hélicoptères et équipes de police scientifique. Ils ratissent les banlieues, font des descentes dans des planques, fouillent les maisons des proches. Mais Redouin Fayed connaît trop bien le système. Chaque planque n'est que temporaire, chaque complice est compartimenté. Il se déplace la nuit, change souvent de véhicule, change de téléphone comme d'allumette. Il se rase la barbe, fonce ses cheveux, garde la tête baissée. Les caméras le voient parfois, mais jamais nettement. 3 mois plus tard, début octobre, l'histoire se termine là où elle a commencé, dans sa ville natale de Créel, au nord de Paris. Un renseignement mène la police à un immeuble. Il l'encercle discrètement avant l'aube. Il le découvre déguisé en burqa intégral, assis sur un canapé près de son frère. Il ne résiste pas et lève les mains, son visage indéchiffrable. Les agents diront plus tard que l'arrêter, c'était comme arrêter un fantôme. De retour en détention, l'État ne ménage pas le symbolisme. Il est transféré sous très haute sécurité. Convoi, fourgon blindé, hélicoptère au-dessus de sa tête. Le message est clair. Il n'y aura pas de 3e évasion. Lors du procès en 2020, le spectacle recommence. Le palais de justice fonctionne sous une zone d'exclusion aérienne. Des gardes longent chaque couloir. Les journalistes envahissent les marches. Il s'assoit dans le box, vêtu simplement, incarnant le calme. Des experts psychiatriques le décrivent comme un homme accro à l'adrénaline, intelligent mais manipulateur, capable de charmer n'importe qui jusqu'à ce qu'il croie l'aider. L'un d'eux le qualifie de prédateur social, il ne bronche pas. Quand on lui donne la parole, il dit simplement « Je suis un homme d'action, l'adrénaline est ma maladie ». Le tribunal n'est pas impressionné. Les peines de plusieurs affaires se cumulent pour un total de 39 ans. La punition est conçue non seulement pour le contenir, mais aussi pour effacer toute possibilité de mythe. Il est de nouveau transféré à l'isolement, sous un régime de surveillance constante. 5 fouilles quotidiennes, 4 gardiens à chaque transfert, menottent même lors des appels. Aucune intimité, aucune pause, plus aucun rythme à suivre. Ils l'ensevelissent sous les procédures, espérant que même son imagination finira par suffoquer. Il dit à son avocat qu'il a l'impression d'être enterré vivant. Il décrit sa nouvelle existence comme une cellule dans une cellule. L'avocate le répète à la presse. Et un instant, le public se rappelle son humanité, mais la sympathie disparaît vite. La légende subsiste, sans glamour, figée dans les papiers et les souvenirs. Il pourra être libéré en 2060 à 88 ans. D'ici là, la plupart des hommes qui l'ont traqué auront disparu, les prisons auront été remplacées, les histoires seront à moitié oubliées. Mais quelque part, dans les archives de la France, il restera encore une photographie, un petit hélicoptère s'élevant dans un nuage de fumée, un homme en chemise grise montant à bord, une main levée en salut. Cette image survivra au crime, au procès, et même à l'homme lui-même, car parfois, un seul acte de défi, aussi imprudent soit-il, brûle plus longtemps qu'une vie entière d'obéissance. Et c'est l'histoire de Redouan Faïd, le garçon des banlieues qui a étudié les films, les a réécrits dans la vraie vie et a prouvé, encore et encore, que pour certaines personnes, l'idée de s'évader est plus forte que la peur de tomber.
L'histoire de Redouane Faïd n'est pas seulement une chronique du crime. C'est le portrait d'une obsession, celui d'un homme qui considérait la réalité comme un plateau de cinéma et qui n'a jamais cessé de réécrire le scénario. Des ruelles de la banlieue parisienne aux couloirs des prisons de haute sécurité, il a bâti sa vie sur le timing, le détail et la défiance. Chaque évasion dépassait la simple fuite. Cela montrait qu'aucun système n'est infaillible et que l'ordre peut être déjoué par l'imagination. Mais derrière chaque génie, il y avait destruction, vie en danger, personne marquée, la femme jamais rentrée après son service. Aussi fascinante que soit sa légende, la vérité reste plus froide. Chaque chef-d'œuvre du chaos laisse quelqu'un pour ramasser les ruines. Aujourd'hui, Redouane Faïd. Vie isolée, sans caméra, sans foule ni scène, seulement le silence, le béton et le poids d'un mythe qui a autrefois captivé le monde. Il sera un vieil homme avant qu'une autre porte ne s'ouvre pour lui, si jamais cela arrive. Pourtant, quand on parle de lui, il subsiste toujours cette gêne, cette certitude que des hommes comme lui ne s'évadent pas simplement des prisons. Ils s'échappent des catégories, des explications, des lignes morales bien tracées que nous dessinons entre le bien et le mal. Certaines personnes sont faites pour poursuivre la liberté, même si cela les détruit, comme Redouane Faïd.